Nous avons trois éminentes personnes et des invités qui sont là. Nous allons commencer avec Valérie Cusségur, qui est une amie et maître de conférence à la faculté en dentaire, en odontologie. Elle a travaillé la santé des dents et en gériatrie, mais aussi pour tous les âges. Et très rapidement, la compétence vient avec les pas de côté, avec les frontières, avec les ouvertures. À nouveau, je refais référence à Edgar Morin, qui a été une lumière pour la France et pour le monde. Et véritablement, Valérie, qui n'est pas Edgar Morin, mais qui en suit le chemin, a travaillé pour comprendre dans la bouche qu'est-ce qui se passe. Et on parle avec la bouche, et elle a repris des études en DEA, etc., de linguistique. Et puis aussi la psychologie, on ne peut pas y échapper lorsqu'on s'intéresse à son travail, comme le fait Valérie. Et donc elle a fait aussi de la psychologie. Et je vais lui laisser la parole pour présenter son étudiante et collègue Juliette. Merci Nancy, merci, bonjour à tous. Alors on n'est pas du tout du côté des soignants et de ceux qui avons des recettes et des choses à vous donner, on est du côté de ceux qui allons valider tout ce qui vient d'être dit. Quand on a préparé cette journée avec Véronique et l'OMCNC, moi j'ai pensé tout de suite santé mentale, jeunes, difficultés, c'est mon environnement puisque je suis enseignante. Et j'ai pensé à beaucoup d'étudiants. J'ai pensé au fait que depuis une dizaine d'années, on avait mis en place une cellule de santé bien-être, que beaucoup de choses sont faites autour de l'université quand même, et que nous, on a la chance d'être dans une composante à petit effectif, de suivre nos étudiants sur 5 ans d'études, de les suivre en stage partout, et on a la possibilité de les voir aller bien, moins bien, etc., de les accompagner facilement, d'avoir la possibilité de repérer quand il y a un problème qui va être d'ordre physique, d'ordre technique, d'ordre peut-être contextuel ou hors contexte. Le fait est que beaucoup d'étudiants sont en lien avec nous, on garde le lien avec beaucoup d'étudiants. Effectivement, les garçons sont beaucoup moins dans la parole et aucun des garçons n'aurait accepté aujourd'hui de venir parler. J'ai rencontré Juliette il y a 6 ans en cours, elle était assise en face de moi, c'était un petit moineau qui avait une sonde nasale, etc. et qui avait des grands yeux immenses, et je faisais un cours de nutrition, et mon cours suivant de nutrition allait être sur les troubles comportement alimentaire et leur incidence sur la cavité bucco-dentaire. Et elle avait des yeux immenses qui disaient, son corps disait, je ne sais pas si j'ai tellement envie d'être là, mais ses yeux et une façon disaient, j'ai terriblement envie d'être là. Je suis allée la voir et je lui ai expliqué ce que j'allais faire ensuite comme cours, et je lui ai dit que je pouvais totalement comprendre qu'elle ne soit pas très à l'aise de venir. Elle m'a dit si, on a commencé à discuter, et elle a été tout de suite dans la disponibilité du lien, dans la volonté du lien, et dans une forme d'honnêteté pour parler de son état, de sa souffrance, etc. Elle a fait un long chemin qui l'amène aujourd'hui à avoir trouvé le courage. C'est la première fois qu'elle va parler en public. C'est extrêmement difficile. C'est aussi un hommage qu'elle fait à ses parents, à sa famille, parce qu'elle incarne tous les liens dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ces études ont représenté pour elle, je lui ai proposé, parce que des fois c'est un problème supplémentaire, et là c'était vraiment un tremplin pour elle de rester accrochée. Donc on a gardé ce lien, on lui a permis des tas d'aménagements qui font qu'aujourd'hui elle est en train de finir ses études, et que ça va faire d'elle une soignante magnifique. Je vais lui laisser la parole parce que c'est elle qui va vous expliquer. Je peux rester debout, assise ? Oui, allez. Donc bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en 5e année d'études de chirurgie dentaire. Aujourd'hui je vais vous parler je vais résumer ce qui a profondément bouleversé mes études et ma vie. J'ai préparé ce petit résumé avec le docteur Pousségur
Et je me permets de lire parce que voilà, c'est un petit peu difficile pour moi quand même de pouvoir tout résumer. Donc pendant presque 6 ans, j'ai souffert d'anorexie mentale. Au début, je cherchais à maigrir, à me sentir mieux dans mon corps. J'ai rapidement trouvé un plaisir dans le fait de maîtriser mon corps, de le voir mincir. Je ressentais une forme de satisfaction, un sentiment de bien-être physique et mental sans avoir conscience des conséquences. Je ressentais néanmoins une forte contradiction. D'un côté, il y avait une sensation d'euphorie mentale, de contrôle, presque de pouvoir en voyant mon corps progressivement disparaître. Et de l'autre, il y avait le regard inquiet mais bienveillant de mes proches et une partie de moi qui savait que quelque chose n'allait pas. Peu à peu, la situation m'a échappé. J'ai perdu la maîtrise de mon corps, puis de mes pensées. Je n'étais plus capable de m'alimenter et j'ai perdu plus de 20 kilos en 1 an. Le plus difficile à m'expliquer et à vous expliquer, c'est vraiment cette contradiction permanente et c'est pour cela que j'insiste. Une partie de moi voyait la souffrance de mes proches, comprenait que mon corps s'épuisait, que quelque chose détruisait ma vie. Et malgré ça, une autre partie de moi ressentait réellement ce bien-être, du contrôle, presque de la satisfaction. Je ne voyais pas le danger parce que paradoxalement, je me sentais bien à ce moment-là. C'est finalement la culpabilité face à la souffrance de mon entourage qui m'a poussée à accepter d'être accompagnée par des médecins. Mais même à ce moment-là, il y avait encore ces 2 combats en moi, celui de Juliette qui voulait reprendre sa vie d'avant et celui de la maladie qui refusait toute alimentation. La partie Juliette a donc accepté que l'on m'aide à m'alimenter à l'aide d'une sonde nasogastrique. Dès la 2e année d'études, j'ai dû affronter la réalité de la situation. J'ai assisté aux cours du professeur Pousségur, des cours de nutrition, tout en étant sondée. C'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rencontré le professeur, qui m'a directement proposé d'échanger sur mon état, si j'acceptais de discuter, d'être aidée. À partir de là, un lien s'est créé entre mes professeurs, la faculté, mes parents et également mes médecins. Durant cette période, j'étais de plus en plus épuisée, je n'avais plus la force de lutter et plus les capacités d'assumer mes études. Il me semblait plus simple de laisser la maladie prendre le contrôle et toute la place. Le docteur Pousségur a beaucoup échangé avec moi, elle m'a aidé à comprendre que me prioriser et mettre mes études entre parenthèses pour être hospitalisée relevait du courage et non de l'échec. Elle m'a assuré que j'aurais toujours ma place en dentaire. Des aménagements ont été mis en place et des cours m'ont été envoyés. J'ai alors accepté d'être hospitalisée dans un centre spécialisé des troubles du comportement alimentaire à Dijon. Mais malgré la distance, le lien avec la faculté et mes proches ne s'est jamais rompu. Après 4 mois d'hospitalisation pour atteindre un objectif de poids, le chemin a encore été long. Pendant plus de 2 ans, reprendre mes études et simplement sortir restait difficile. Je survivais vraiment en société. Je faisais acte de présence, mais je n'étais plus vraiment là. Ma maladie mentale m'a incité à m'isoler, alors que, paradoxalement, une part de moi avait énormément besoin d'être entourée. Pourtant, mon entourage, mes amis et la faculté ne m'ont jamais laissée. Cela m'a donné un moteur, un objectif, quelque chose à quoi me raccrocher avant même que je sois capable de le faire pour moi-même. J'ai progressivement repris mes études avec des aménagements et toujours ce lien bienveillant. Chaque mois, nous faisions le point avec le docteur Pousségur. Et une fois le blocage lié à la nourriture levé, je me suis autorisée tout l'inverse. Tout ce que je m'étais privée auparavant, un peu comme une revanche. Mais cela m'a fait prendre conscience que tout ce que je m'infligeais était en réalité une forme de punition. J'ai pris conscience du pouvoir de la force mentale, autant dans le positif que dans le négatif. Aujourd'hui, mon corps fonctionne à nouveau. Aux yeux des autres, je sens guérie parce qu'avec une apparence et un poids conforme, mais surtout, j'ai appris à mieux me connaître et je sais reconnaître les moments où je peux basculer dans le mal-être et comment éviter de retomber dans la maladie, quelle qu'elle soit.
Donc je termine en ma 5e année d'études. Ces études ont réellement été ma bouée de sauvetage et un objectif auquel me raccrocher. Même toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, mes amis, ça m'a vraiment permis de me raccrocher à quelque chose. Je suis soignante et mon parcours de patient a profondément transformé ma manière de comprendre la douleur des patients, surtout lorsqu'elle est invisible ou difficile à exprimer. Sans oublier ce qu'elle m'a coûté, je remercie ma maladie pour ce qu'elle m'a appris aussi. Et je me sens plus vivante qu'avant. J'en ai fait une force. Donc voilà. Voilà, je voulais vous montrer que... On parlait tout à l'heure des équilibres, du bien-être ou du mal-être dans le bien-être, de tous ces échanges, de comment on peut les transformer. Donc je voulais montrer qu'elle est porteuse d'espoir, je voulais l'inciter à faire ça, je veux l'inciter l'année prochaine à faire une thèse là-dessus, je veux l'inciter à continuer ce témoignage auprès des autres étudiants. On a de plus en plus d'étudiants qu'on a sensibilisés à ça, qui viennent nous dire « je crois qu'un tel va pas très bien, etc. etc. » Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible de ne pas considérer le lien comme primeur, surtout quand on va être des soignants et juste déjà des humains. Merci à vous pour votre soutien. On va enchaîner avec l'intervention de Solange Carteau, qui est professeure à l'université en sciences de l'éducation, qui appartient au LAPCOS, auquel je suis un peu chercheuse associée, et qui m'a toujours éblouie par sa façon d'être à la fois d'une rationalité, d'une scientificité profonde et d'un humanisme où toujours les questions qui sont approfondies sont des questions vitales. Et bizarrement, je le retrouve chez Hélène aussi, mais bizarrement, c'est pas la majorité à l'université. Alors, Solange, elle travaille sur le bien-être scolaire, c'est-à-dire des élèves, des enseignants, des personnels. J'ai pu assister à une expérimentation qu'elle a menée dans un collège de... C'était Saint-Laurent ? Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Et elle a fait contre de la pédagogie de la méfiance, la pédagogie de la confiance. Et c'est un petit miracle. Je lui laisse la parole parce que toutes ces paroles sont précieuses. Merci Nancy. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens déjà à vous remercier et à remercier les organisateurs de cette belle journée. Je vais rester ici pour pouvoir aller de cette belle journée pour leur invitation. Et je dois dire que c'est assez difficile de passer après Juliette et après les collègues au regard de tous les objets magnifiques qu'ils ont discuté avec nous. Et je vais essayer de faire le lien en fait. Et j'espère qu'il y a des mots-clés que je vais reprendre et qui font déjà écho à ce qui vous a été présenté ce matin sur le sentiment d'appartenance, sur la force de la relation, des compétences socio-émotionnelles, l'importance de la confiance, encore une fois. Et je vais le faire en m'appuyant, comme l'a fait d'ailleurs Hélène, sur les résultats d'enquêtes robustes, des enquêtes récentes qui établissent un peu un état de la santé mentale des adolescents en France et dans les pays de l'OCDE. Parce que tout simplement, ces résultats-là, ils attendent une réponse à la hauteur des constats qui sont faits. Et cette réponse, elle est en lien avec ce que j'ai appelé une urgence épidémiologique. Et dans un deuxième temps, je vais suggérer un changement de regard. Alors non pas sur les adolescents, mais sur l'école elle-même et sur les leviers d'action qui peuvent être activés pour accompagner vers cet équilibre ceux qui en manquent, comme le thème de cette journée a voulu bien le signifier. Alors permettez-moi, comme l'a fait Hélène, de commencer par vous poser une question très simple, avec des petites mains levées. Comment va l'école aujourd'hui ? Ceux qui pensent que l'école va bien, levez la main. Très bien, donc je fais un bide. Tout le monde pense que l'école ne va pas bien. Alors la vraie question, c'est comment la recherche internationale s'est emparée de cette question fondamentale. Alors la réponse la plus visible, et en tout cas celle qui est la plus citée, elle est en lien avec une enquête qui est très connue, qui s'appelle l'enquête PISA.
Parce qu'en 2015, l'OCDE a franchi un pas décisif dans les indicateurs qu'il désirait mobiliser pour comparer de manière internationale les systèmes éducatifs. On a vu introduire des mots comme le bonheur à l'école, le sentiment d'appartenance, les relations enseignants-élèves. Et il se trouve que cette enquête mettait en évidence des résultats très positifs, puisque 4 élèves sur 5 se sentaient heureux à l'école. Et les relations avec les enseignants apparaissaient fortement associées aux performances scolaires, et notamment en mathématiques. Mais je vous repose une autre question, est-ce que se sentir heureux à l'école mesure vraiment le bien-être en termes de santé mentale, voire le bien-être scolaire? Oui. Alors, à votre avis, est-ce que se sentir heureux à l'école, c'est la même chose que le bien-être? Dites-moi. Pour vous, oui. D'accord. Alors, les enquêtes qui ont été menées au sein de l'OCDE posent quand même un certain nombre de questions intéressantes, mais ça a été avant la crise de la Covid-19. Et il faut quand même comprendre que ces enquêtes se sont appuyées sur des indicateurs de mesure qui sont inspirés de ce qu'on appelle la psychologie positive et qui mesurent la satisfaction de vie, les affects positifs comme les affects négatifs. Le petit problème, c'est que là, nous avons des indicateurs d'un bien-être subjectif à un instant T qui ne tiennent pas compte d'un processus longitudinal, ni des éléments contextuels, ni des éléments très situés de la relation éducative, et que ces indicateurs sont très contestés par les chercheurs, notamment lorsqu'ils deviennent des instruments d'une approche néolibérale qui s'appuie sur ces résultats-là pour transformer les programmes scolaires, et notamment en distinguant des apprentissages qui seraient plus fondamentaux que d'autres, c'est-à-dire le français et les mathématiques d'un côté, et toutes les autres disciplines scolaires n'étant pas considérées comme étant fondamentales. Et pire encore, s'appuyant sur ces indicateurs-là pour réformer les systèmes de formation des enseignants, 4 réformes en 10 ans. Alors, précisément, avec la crise sanitaire de 2019, les données continuent à être très inquiétantes du côté des deux côtés de la relation éducative, des enseignants comme des enfants. Donc, selon un baromètre de 2024 de l'Observatoire École Humain, nous avons plus d'un enseignant sur 2 qui présente un score d'épuisement émotionnel très fort, en hausse de 7 points par rapport à 2022. L'indice de satisfaction professionnelle dans les enseignants du second degré s'établit aujourd'hui sur un score de 6 sur 10 contre 7,2 pour toutes les professions exercées en France. Donc le métier souffre d'une usure professionnelle, d'un manque d'attrition, on n'arrive plus à recruter des enseignants, et aussi du plus grave, d'une perte de sens et d'une perte du plaisir d'enseigner chez les enseignants. Et du côté des élèves, cette fois-ci, l'enquête en classe, qui a déjà été citée ce matin, qui a été coordonnée par l'École des hautes études de santé publique, mais aussi par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, en partenariat avec l'Éducation nationale, a été publiée par Santé publique France en 2024. Elle porte sur 1800 élèves, dont 9300 d'élèves de collège représentatifs d'un peu toute la France. Et la majorité des élèves interrogés ont encore un bon score de satisfaction de vie scolaire. Seulement un élève sur 2 présente un taux de bien-être scolaire satisfaisant. Et plus grave encore, nous avons un élève quasiment sur 2 qui déclare avoir des plaintes somatiques, du stress, qui se sent en dépression. Et encore plus grave, nous avons 24% des lycéens qui déclarent avoir des pensées suicidaires, et même certains avoir tenté des passages à l'acte. Et donc finalement, une grande solitude des adolescents apparaît dans ces enquêtes-là. Alors ces chiffres sont bien sûr alarmants, et une enquête encore plus récente de l'HBC 2022 faite par l'OMS sur les 44 pays de l'OMS et 280 000 jeunes confirme cette tendance française en fait. Donc pour les médecins qui sont présents dans la salle,
ça renvoie à des réalités que vous connaissez très bien en consultation, des jeunes qui arrivent épuisés, somatisants, qui ont des douleurs abdominales, qui ont des problèmes somatiques, et de façon récurrente, qui peuvent aussi développer des phobies scolaires, voire qui ont un comportement qui est lié à un renfermement sur soi, à une perte de goût, tout simplement, de ce qui leur plaisait antérieurement. Donc, l'un des résultats de ces enquêtes, mais qui est peut-être le moins mis en avant, c'est la dimension genrée, comme ça a déjà été indiqué ce matin, c'est-à-dire qu'il y a une différence extrêmement importante et disproportionnée entre les filles et les garçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 4 lycéennes sur 10 qui se déclarent très stressées par le travail scolaire, 3 fois plus que pour les garçons, et cette disparité, elle s'amplifie encore dans la transition collège-lycée. Alors, l'école ne peut pas rester indifférente face à ces inégalités et à ces facteurs de santé déficitaires, le stress scolaire, la pression évaluative, les injonctions à la performance scolaire sont à interroger très clairement. Et donc la vraie question, c'est comment peut-on envisager de faire autrement pour accompagner mieux ces adolescents, notamment dans les classes où la préadolescence se fait sentir, c'est-à-dire les classes de 4e et les classes de 3e. Donc là, vous avez un petit diagramme qui reprend ce que je viens de dire avec une comparaison entre les filles et les garçons, entre d'un côté le bien-être mental ou psychologique et la satisfaction de vie scolaire à droite. Très clairement, ces études-là ne documentent pas le fait que l'école est un environnement d'apprentissage, mais aussi un environnement de vie et de travail qui manque clairement d'outils pour répondre à des besoins exprimés au-delà des mots, parfois à travers le corps, à travers un comportement singulier de ces adolescents. Alors, sans cet outillage, on ne peut pas soigner l'école, ni renforcer la qualité du vivre et travailler ensemble, et c'est dans cette perspective que je poursuis moi mes recherches sur la bienveillance éducative et le bien-être scolaire, qui esquisse, je vais essayer de vous le montrer, des pistes sérieuses et documentées empiriquement. Faisons un peu le point. Un élève au collège ou au lycée passe en moyenne entre 5 et 7 heures par jour à l'école. C'est-à-dire que l'école, après sa famille, c'est un environnement dans lequel il passe le plus de temps. Voilà. Et contrairement à l'environnement familial, l'école est un espace institutionnel qui n'est absolument pas neutre. Par exemple, le sentiment d'appartenance à l'école, d'y être reconnu, d'être considéré, d'avoir des relations sociales positives avec ses pairs ou bien avec les enseignants, on le sait maintenant, sont des facteurs protecteurs du désengagement scolaire et aussi des problèmes psychosociaux. Un élève qui est bien dans sa classe, qui est fier de son établissement, va demander de l'aide plus facilement, notamment auprès d'enseignants et d'équipes éducatives en lesquelles il a confiance. À l'inverse, ne pas se sentir reconnu va progressivement le conduire à se désengager et à s'isoler. Ça va se manifester notamment, pas forcément par de l'agitation et par de l'absentéisme, mais souvent par une forme de silence. Cet élève discret qui est présent physiquement, mais qui n'est plus présent dans sa tête pour apprendre et interagir avec ses pairs. Alors face à l'école qui va mal, l'enjeu nous semble être aussi celui d'un changement, pas de paradigme, d'une santé non déficitaire que je vais essayer d'expliquer et qui induit aussi de nouvelles pratiques, postures et compétences chez les enseignants et chez les personnels d'éducation. Alors pourquoi changer de paradigme ? Aujourd'hui, on attend que l'élève manifeste des signes de difficulté. On l'identifie, on l'oriente, on essaie de combler ce manque. Certes, ce modèle a ses vertus, il a d'ailleurs permis de mettre des dispositifs concrets de soutien, des équipes médico-sociales, les psychologues scolaires, mais il y a quand même des limites face à la crise de la santé mentale des adolescents qui est en train d'être mis en évidence. La première limite, c'est l'échelle. Il n'y a aucun système curatif qui ne peut absorber cette urgence dont les chiffres sont quand même assez inquiétants des deux côtés de la relation éducative. La deuxième limite, c'est que l'approche déficitaire place la source du problème du côté du manque et des troubles, alors que l'environnement éducatif y tient une place insuffisamment questionnée. Donc le paradigme de la santé non déficitaire, ou également appelée santé globale positive,
c'est plutôt à inviter de considérer que le quotidien dans la classe et dans la vie de l'établissement, il y a des pratiques pédagogiques qui sont non seulement des outils de transmission de savoir, mais aussi des outils qui permettent d'instaurer ce que l'on appelle la bienvivance, c'est-à-dire le bien vivre ensemble. À ce jour, la formation des enseignants, pilotée par les résultats des enquêtes précédemment énoncées comme étant PISA, qui a vécu 4 réformes successives en 10 ans, peine toujours aujourd'hui à trouver ses marques et notamment à outiller les enseignants pour répondre à ces urgences. Elle s'autorise tout au plus, à partir de la nouvelle réforme voulue par le gouvernement, mise en œuvre à partir de septembre prochain, à accorder quelques heures dans la formation initiale des enseignants à la question de l'empathie et des compétences émotionnelles qui, vous l'avez compris, sont centrales pour pouvoir agir et améliorer la relation éducative. Donc la bienveillance éducative est parfois également considérée avec beaucoup de méfiance, étant associée maladroitement à du laxisme, alors que ce n'est absolument pas ça. Le concept désigne en fait un ensemble de compétences professionnelles qui doivent être acquises, renforcées, que l'on peut observer concrètement et mesurer scientifiquement dans les situations de classe. Ces compétences s'articulent autour de 5 dimensions interdépendantes que vous trouvez ici, dont on va retrouver notamment la sécurité affective, la régulation émotionnelle, la présence attentive qui s'appelle également la communication positive dans d'autres cadres conceptuels. Et en fait, leur acceptabilité relève avant tout d'un enjeu d'évolution des représentations qu'ont les enseignants eux-mêmes sur leur rapport au travail. Par ailleurs, la bienveillance éducative n'est pas une réponse aux problèmes de santé mentale des élèves, qui viendrait s'ajouter à la mission déjà complexe de l'enseignant. C'est tout simplement une transformation de la manière de travailler pour ne pas y laisser sa santé, y compris pour les enseignants comme pour les élèves. Retenons donc que prendre soin de l'élève requiert aussi de prendre soin de soi comme professionnel, comme enseignant, pour durer dans un métier de plus en plus à risque psychosociaux. Alors, les conférences internationales de consensus et de dissensus qui ont été menées par le CNESCO, qui est un organisme indépendant d'évaluation des travaux scientifiques, qui se sont tenues en France en 2024 autour de la question du bien-être scolaire, suggèrent par exemple de faire évoluer aussi l'environnement physique et le cadre temporel du travail scolaire. Moi, je vous parle de pratique, mais il y a aussi tout ça à faire bouger. Et notamment, ces travaux internationaux tentent à montrer que les espaces interstitiels, comme les couloirs ou encore les sanitaires, sont identifiés aujourd'hui comme des lieux sensibles pour le sentiment de sécurité, mais aussi pour la satisfaction des besoins fondamentaux, en plus des enjeux d'alimentation scolaire. La cour de récréation doit devenir un espace social vital de ressourcement, et les temps de pause des occasions de régulation psychosociale. Donc il y a également une vraie question de fond qui est celle des horaires, des rythmes scolaires, qu'il s'agit de faire évoluer. Agir sur le bien-être scolaire dans une perspective de santé globale positive ou non déficitaire invite donc à penser l'école avec un PAN, autant sens de prendre soin, mais aussi en pensant en termes de réflexion à comment en faire un milieu de vie capacitant pour chacun. Ainsi, j'aimerais conclure cette introduction en ouvrant le débat autour de cette question que j'adresse au public, mais aussi aux collègues qui se sont exprimés jusqu'à présent. Comment construire entre l'école, la médecine, la famille et le monde associatif, non pas une chaîne d'orientation, mais une véritable alliance autour de l'adolescent. Une alliance où chacun apporte son regard, son accès, son langage, et où l'adolescent n'est plus renvoyé d'un acteur à l'autre, mais plutôt accompagné par un tissu cohérent d'adultes qui se font confiance pour instaurer une autre relation entre l'école et les familles. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer du Québec, où je travaille maintenant depuis 2 ans, et où des écoles alternatives, publiques et gratuites, existent, et où les parents sont considérés, tout comme les patients partenaires dans le champ de la médecine, comme des acteurs partenaires de l'éducation, et qui permettent de traiter de manière tout à fait originale et singulière les troubles de l'apprentissage, répondre de manière satisfaisante aux problématiques 10,
et de manière générale aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers qui aujourd'hui sont accueillis en France dans des classes ordinaires avec des enseignants qui n'ont ni formation ni ressources pour pouvoir les accompagner correctement. Donc mon plaidoyer, vous l'avez compris, c'est pour changer l'école, pour une école de la confiance et non plus une école de la défiance. Merci. Merci beaucoup. Solange, c'est toujours aussi passionnant. Et je crois que Solange interpelle immédiatement la salle et donc ça vaut la peine. Une minute, une question. Et je voudrais juste dire, vivre ensemble, bien-être, confiance, etc. Mais on bute dans ce que vous avez montré, c'est qu'il y a les psychologues, et puis il y a les éducateurs, et puis il y a, etc. Et tout est compartimenté. Et il me semble que le maître mode qui va venir, parce que moi, quand j'étais étudiante, j'ai étudié Krishnamurti, eh bien, il me semble que c'est le mot de sagesse. Et lorsqu'on va se réunir sur le mot de sagesse, on n'aura plus ces problèmes de compartimentation. Question. Oui, moi je veux bien poser une question. Oui. Mais pourquoi on n'a plus qu'un micro déjà? Non, l'autre est là. Oui, merci beaucoup Solange. J'ai vraiment beaucoup aussi été intéressée, mais je n'arrive pas bien à comprendre en fait comment vous nous avez expliqué cet impact de ces réformes sur la vision que l'enseignant peut avoir de la façon dont il doit enseigner. On a l'impression qu'elles ont amené à une distance, à une perte de cette relation, voilà, des choses comme ça. Comment est-ce qu'il y a eu des messages, des injonctions qui ont fait qu'il y a eu un changement de cette vision de l'enseignement? Alors, aujourd'hui, les enseignants qui ont compris qu'ils devaient créer une école qui leur ressemble et qui ont décidé de mettre en place dans les classes, dans les établissements scolaires, des actions orientées vers le bien-être scolaire, qui, vous l'avez compris, est systémique et multidimensionnel, puisqu'on va du mobilier dans la classe jusqu'aux pédagogies actives, en passant par des pauses, des rythmes, etc., sont aujourd'hui considérés comme des innovateurs et des expérimentateurs, notamment dans les collèges et dans les lycées. Alors que c'est presque l'ordinaire des pratiques des enseignants du primaire, d'accord, et c'est également le quotidien des enseignants spécialisés dans les classes spécialisées qui accueillent les élèves en situation de handicap. Donc ce que l'on sait depuis c'est-à-dire que nous sommes encore à considérer qu'il y a des éléments exceptionnels et que ces exceptions, ces enseignants un peu innovateurs, ne doivent pas devenir les enseignants du quotidien, c'est-à-dire monsieur tout le monde. J'ai envie de dire, on est encore dans un problème qui tourne en boucle. On considère que ces pratiques-là doivent être encore proposées qu'à des élèves en difficulté, en situation de handicap, ayant des besoins particuliers, alors que tous les enfants peuvent tirer bénéfice d'aménagement, d'activités de cohérence cardiaque. Il ne faut pas attendre qu'ils soient anxieux, qu'ils soient stressés par l'école et qu'ils n'aiment plus apprendre. C'est toute l'école qu'il faut repenser. Le vrai gap, c'est qu'en fait, on a un énorme fossé entre ce qui est fait dans ces écoles un peu alternatives ou bien dans le primaire avec le passage au collège et au lycée. La plupart des enseignants n'ont pas de ressources pour penser les petits pas. Pourtant, j'insiste, ces transformations sont des transformations de petits pas, ne sont pas des révolutions, pour penser autrement leur rapport au travail. À force de leur mettre la pression pour tenir les programmes, qui ne sont d'ailleurs plus vraiment des programmes, mais des injonctions pour la performance scolaire, on en oublie que l'une des missions de l'école, c'est de construire le citoyen de demain. Et donc, on marginalise encore un peu trop les éducations A, voilà. On marginalise encore un peu trop la place des arts, qu'on a considéré pour ces dernières années comme n'étant pas des enseignements fondamentaux, j'insiste là-dessus. Hein. Et donc, on est vraiment, beaucoup d'enseignants sont en train d'essayer de changer puisqu'ils comprennent
qu'en fait ils n'en peuvent plus de ce métier et qu'ils voient bien qu'après avoir tenté maintes et maintes choses dans la classe, ça ne marche plus avec les élèves. Donc ils sont prêts à accepter le changement, à se former, voilà, mais ils sont encore relativement marginaux. Par contre, ils sont convaincus, comme les personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui, ils sont convaincus des bienfaits et des apports que ça a. Donc moi, mon rôle de chercheur, c'est de montrer les mesures d'impact et d'effet de ces pratiques. Donc on a une grosse responsabilité en tant que chercheur sur ces questions-là, c'est de monter le caractère probant, efficace, et d'essayer de penser des ingénieries de formation qui accompagnent ensuite dans la formation continue les enseignants vers ce changement. C'est notre... En tout cas, c'est une responsabilité. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui, pour le moment, font le gros dos, essayent de ne pas mourir d'épuisement professionnel et en fait sont en train, malheureusement, d'avoir une relation à leur travail qui est peu épanouissante et peu satisfaisante. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, après Pascal. Bonjour, c'est pas une question, enfin oui, bon, je vais le formuler en question. Comment faire pour que votre public soit des décideurs en fait? Pour que nous, là, on est plus convaincus. Il y a moi je suis une scientifique, donc vous avez effectivement, vous appuyez sur des chiffres, sur des études qui ont prouvé, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ici, ce soit le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation qui soient convaincus et qui mettent en action des choses, qui ne se cachent pas derrière les problématiques économiques, parce que bien sûr, il y a des choses qui vont coûter cher, qui ne seront pas faisables dans l'immédiat, et d'autres choses qui n'auront pas d'impact économique trop fort et qui peuvent être mises en place, parce qu'on est tous convaincus, et moi je ronge mon frein de me dire pourquoi il n'y a pas des actions qui sont mieux, pourquoi les décideurs n'écoutent pas des gens comme vous, qui savent de quoi ils parlent et qui ont... voilà. Ça me renverse. Bon, ce n'est pas un scoop, les politiques ne sont pas influencés par les travaux de la recherche, hein, vous le savez, hein, donc malheureusement déjà ça c'est un gros bémol. En fait, si on regarde pourquoi ça marche dans d'autres pays, et c'est ça qui est intéressant d'aller voir là où ça fonctionne, au Québec, pas très loin de chez nous, en Belgique, pas qu'en Europe du Nord, il y a des choses, c'est parce qu'en fait il y a un pouvoir régional et un pouvoir local de décision et pas nationale. Par exemple, il y a des expérimentations qui sont faites en Wallonie, en Belgique, où le niveau de décision est au niveau cantonal, au niveau des expérimentations, vous voyez. Et donc là, ça donne plus de responsabilité aux chefs d'établissement ou à des responsables régionaux de développer des expérimentations ou d'ouvrir la possibilité de tester autre chose. Donc c'est vraiment, la vraie question, c'est la question de l'essaimage pour nous. Quel est le bon niveau d'essaimage? Nous arrivons à montrer des choses qui fonctionnent au niveau d'un établissement, au niveau d'un groupement d'établissements, voyez, et le national nous demande, mais ce n'est pas généralisable au niveau national. On leur a dit non, c'est pas la bonne échelle, on leur explique que c'est pas la bonne échelle. Et donc voilà, premier élément. Deuxième élément, ne nous masquons pas la face. Je ne sais pas s'il y a des responsables institutionnels dans la salle. C'est pour savoir à quel point ma cote de popularité va descendre d'un cran. Très bien. Lâchez-vous. Hein. Non, ne nous cachons pas, nous avons depuis une dizaine d'années une approche de plus en plus néolibérale de l'éducation nationale en France. Toutes les politiques qui sont mises en œuvre à différents niveaux convergent vers ça. Donc on est en train de déprofessionnaliser les enseignants, on est en train de prendre n'importe quel couillon qui traverse la route pour faire un cours devant vos élèves. Donc nous avons un gros problème, et ce problème va être progressivement un modèle à l'américaine et qui fait frémir dans le dos en termes d'une école à deux vitesses. Cette école à deux vitesses, elle remettra au centre les préoccupations, l'argent, et pas des valeurs tout à fait différentes, éthiques, citoyennes, etc. Et donc, encore une fois, c'est un autre modèle qui est à proposer. Je prends l'exemple de ce que je connais un peu mieux, ces écoles alternatives québécoises que je suis allée observer, avec lesquelles je travaille. En fait, ce sont des écoles publiques qui sont donc cofinancées par les villes. On est à l'échelle donc de la ville.
et dans lequel les parents acceptent de donner un peu de leur temps comme bénévoles, pour notamment s'impliquer à l'école différemment. C'est-à-dire toutes les familles dont les enfants sont accueillis dans ces écoles ont des parents qui viennent travailler à animer la classe avec l'enseignant une fois par semaine. Les parents donnent de leur temps pour animer des ateliers socio-éducatifs à la marge de l'école ou dans l'école. Ça peut être des éducations A. Donc cette contribution des parents, elle change beaucoup de choses parce que les parents comprennent un peu mieux les difficultés des enseignants. Les enseignants comprennent un peu mieux les difficultés des parents, notamment lorsqu'il y a des besoins éducatifs particuliers, lorsqu'il y a des problèmes avec les adolescents. Et l'alliance, la fameuse alliance ou coalition, ces alliances éducatives dont je parle, elles commencent là. C'est-à-dire que chacun accepte de voir le travail de l'autre et de s'en mêler positivement pour pouvoir produire une valeur ajoutée à l'école. Des ateliers qui ne pourraient pas exister, des animations qui ne pourraient pas exister. Et les enfants, dans tout ça, ils voient que leurs parents s'intéressent à ce qu'ils font en classe. Ils voient qu'il y a un dialogue aussi de confiance entre les enseignants et leurs parents. Et en fait, c'est du gagnant-gagnant. Et bien sûr, ça ne vous étonnera pas, ce sont des établissements high-tech, avec des classes à mobilier mobile, où on est sur une pédagogie active, un grand contrat de confiance. Et je peux vous dire que quand on vient observer ça, on a l'impression que c'est un joyeux bordel, passez-moi l'expression, dans une journée thématique où tous les enfants choisissent leur atelier, courent dans tous les sens. Et puis la sonnerie de 15h arrive, et là, tout ce petit monde rend compte de ce qu'il a fait, a produit quelque chose d'extraordinaire, et les gamins ne partent pas de là sans avoir fait une opération, une action civique, par exemple de tri sélectif des déchets produits dans la journée sur leur temps personnel avant de rentrer à la classe. Donc j'ai envie de dire, allons chercher les solutions là où elles sont, et il y a des choses pas très coûteuses qui fonctionnent très très bien. Voilà. Mais encore une fois, je pense que l'échelle de décision, c'est vraiment le chef d'établissement, le regroupement d'établissements scolaires et le collectif, et pas l'individu. Je voulais rebondir aussi sur la problème de l'esprit français de certains parents qui, dès qu'on rentre dans ces systèmes-là, ont tendance, les enseignants se prennent des gros coups de burin en retour de certains parents qui disent non et qui rentrent dans ce système néolibéral. Et donc c'est ça aussi le problème, c'est que il n'y a pas que le gouvernement qui n'y arrive pas, il y a aussi des parents qui sont persuadés que cette ancienne éducation reste la bonne éducation. Ancienne, nouvelle éducation, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est de constater que les élèves n'apprennent plus correctement. Il y a un déficit de savoir, un déficit de compétences, et surtout un déficit d'apprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble. Ils ont du mal à se comprendre, à gérer leurs émotions, à comprendre leurs relations. Et en fait, le bien-être scolaire, c'est pas négociable, c'est une condition sine qua non pour qu'on rentre dans l'apprentissage. Et donc, ne pas être bien en tant qu'enfant, en tant qu'élève, ça donne de mauvais espoirs pour être un adulte responsable, capable de tendre la main à l'autre, et d'autres d'être un citoyen éclairé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'école, et que les mauvais résultats que l'on a aujourd'hui doivent nous alarmer sur le fait que ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question de programme, c'est une question de la manière dont on recrée des expériences positives de plaisir à apprendre, et à apprendre tout au long de sa vie. Voilà. Et ça passe aussi par des apprentissages corporels, sensibles, et pas que des éléments purement cognitifs. Voilà. Merci. Merci beaucoup Solange. Ces deux associés collègues. Alors Emmanuelle Chenu, elle a parlé tout à l'heure, elle est psychiatre au CHU de Grasse. Et elle est à l'origine, elle a fondé, je ne sais pas, le centre médico-psychologique. Et c'est à ce titre-là qu'elle va introduire son travail et avec ses associés. Je vous donne 2 micros.
Merci aux organisateurs de nous donner cette possibilité. À la base, on devait intervenir au stand entre midi et 2, donc on nous a donné la possibilité d'intervenir là. Mais bien sous ta bouche, Emmanuel. Vous m'entendez? Oui, je disais merci aux organisateurs de nous donner cette opportunité. Au départ, nous devions intervenir plutôt sur les stands. Là, ça n'est pas possible, donc on nous a proposé de parler maintenant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de préparer de PowerPoint, donc on va vous faire comme ça ce qu'on a à dire. Juste une petite précision. Donc, moi, en fait, on va parler de l'équipe de thérapie familiale systémique qui est au sein du centre médico-psychologique adulte. Donc c'est un service de psychiatrie adulte qui a une unité de thérapie familiale. Et nous avons, donc je suis responsable de l'équipe de thérapie familiale, pas du CMP. Donc nous sommes 5 thérapeutes familiaux-systémiques. Vous m'entendez toujours ou pas? Oui, moyen là-bas. C'est mieux là? Ah oui, voilà. Donc nous, dans l'équipe de thérapie familiale du centre médico-psychologique du service adulte, de psychiatrie adulte, nous sommes 5 thérapeutes. On se greffe dans cette session parce que nous avons à la base une consultation qui recevait des familles, des couples. Et de plus en plus, nous avons eu des demandes pour des adolescents en difficulté, des demandes émanant du scolaire, avec des difficultés scolaires. Et du coup, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une plage spécifique pour recevoir ces adolescents et leurs familles, de manière à essayer d'être plus réactifs. Alors à la base, ça marchait bien, on a pu créer une demi-journée, une soirée de consultation en plus, qui leur était réservée. Bon, là on commence un petit peu à saturer, il faudrait encore plus augmenter le temps parce qu'il y a de plus en plus de demandes finalement d'adolescents en difficulté. Voilà, mais on se disait, on a beau être une unité de psychiatrie adulte à l'hôpital, dans le fond recevoir des adolescents et avoir une consultation pour eux nous semblait importante. Et permettait aussi de créer plus de liens avec nos collègues de pédiatrie et de pédopsychiatrie qui sont amenés à nous solliciter aussi. Ça nous semblait important de faire tout au long de cette matinée est apparu le terme de cohésion, de créer du lien, donc on voulait s'intégrer dans ce mouvement. Pour le coup, l'ARS nous a suivis, on a eu un petit financement, ce qui nous a permis d'accueillir plus de thérapeutes. Donc Hélène et Steve sont des thérapeutes familiaux-systémiques et aussi éducateurs. Donc nous avons des casquettes différentes. On a aussi une infirmière scolaire qui intervient avec nous. Voilà, donc on émane d'horizons différents en plus d'être thérapeutes familiaux. Peut-être pour dire 2 mots sur la thérapie familiale systémique, l'idée c'est la famille est un système, c'est-à-dire des éléments en interaction, c'est la définition, donc des personnes qui sont en lien, en interaction, donc l'adolescent qui est en difficulté, on va essayer de comprendre ses difficultés, de lire ses difficultés dans un contexte aussi relationnel, et surtout de trouver des solutions ensemble. C'est-à-dire que là aussi, c'est une approche, la systémie, c'en est une parmi d'autres, on voit qu'il y en a plein là, pour répondre aux difficultés. C'est plutôt là aussi réjouissant de se dire qu'il y a plusieurs façons de faire, donc c'en est une, et qui se base beaucoup sur l'idée des compétences, essayer de stimuler les compétences, essayer de retrouver des ressources là où il y a des difficultés, des troubles, de mettre de la cohésion entre les personnes là où il n'y en a plus. Donc quand on pense à nous en thérapie familiale, ça peut être quand il y a un adolescent qui a du mal à dire ses difficultés à ses proches. Donc comment faire en sorte qu'il se sente capable de le faire et d'être soutenu quand il a des troubles quels qu'ils soient, du comportement ou une pathologie plus sévère. Ça peut être aussi quand il y a des conflits dans la famille, ça peut aller jusqu'à la violence, comment remettre un fonctionnement en lien pour qu'il n'y ait plus cette émergence de souffrance. Bon, ça c'est des exemples, il y a beaucoup d'autres indications. Peut-être ce qu'il y a de particulier aussi dans cette approche, c'est
On travaille avec l'idée que le trouble peut être une forme de... Enfin, en tout cas, on le redéfinit comme ça. On propose une autre lecture du trouble qui apparaît, de la problématique de l'adolescent. Ça peut être l'idée que, dans le fond, il y a un message relationnel. Alors, ça n'est pas forcément vrai. C'est une manière de voir les choses qui va relier tout le monde, qui va être plus utile que de se focaliser uniquement sur le trouble, où il y a déjà eu plein souvent il y a beaucoup d'essais qui ont été faits avant qu'ils viennent nous voir, et finalement le trouble est toujours là. Alors on ne va pas tout régler s'il y a une pathologie qui s'est mise en place, mais c'est une autre lecture qui ouvre justement à ce qu'on puisse travailler sur la cohésion dans la famille, sur la capacité de s'entraider, de retrouver ses compétences, de moins se désespérer aussi. Je pense que parfois c'est très désespérant pour l'adolescent, mais aussi pour les parents et les familles. Voilà, donc nous, ça nous semble important aussi de soutenir l'ensemble. Je sais peut-être juste quelque chose aussi qui nous est particulier dans la manière de travailler. Nous sommes en tant que thérapeute, on n'est pas dans une neutralité bienveillante comme on peut le dire dans d'autres approches. C'est-à-dire qu'on fait partie du système, et on travaille avec ça. Et du coup, on apprend à être dans le système, à en sortir, à réfléchir avec la famille, à réfléchir aussi à ce qui se passe en nous, comment on est en relation avec eux, comment ça déclenche chez nous aussi des émotions. Donc on travaille en cothérapie, ça nous aide aussi pour faire ce travail-là. On travaille dans la manière de questionner, c'est un outil, bon ça je passe là-dessus, mais il y a un niveau verbal et non verbal, c'est-à-dire qu'on va être très attentif aussi à ce qui est non verbal, aussi au langage du corps, on a parlé de ça ce matin aussi, l'aspect corporel, beaucoup aux émotions, c'est-à-dire qu'on fait en sorte, c'est très important que les émotions s'expriment, c'est vraiment un outil de changement très important. Et on s'intéresse beaucoup à l'histoire de la famille, de son évolution, les événements justement qui ont pu être difficiles, les événements positifs aussi, avec toujours cette balance négative-positif à la recherche de l'idée étant dans l'idéal que le trouble devienne une ressource, que le handicap naisse une compétence. Voilà, comment ensemble on va retrouver du lien autrement, pour que tout le monde reparte, la famille se remette en mouvement et se sente mieux. Donc l'idée c'est aussi d'être en lien avec chacun. L'adolescent est porte-parole d'une certaine manière, il amène tout le monde vers quelque chose qui va se modifier. Donc on passe d'un regard où il est porteur d'un trouble un petit peu désigné comme celui qui va pas bien, à peut-être l'occasion d'une ouverture et d'une solution. J'étais très touchée par le témoignage de la jeune femme qui disait justement qu'à la fin, ça avait été pour elle une occasion enfin j'ai pas ces mots, mais d'aller mieux. Voilà, c'est un peu dans l'idéal ce que on a aussi envie d'aider à faire dans les thérapies familiales. Donc je m'arrête là, peut-être il y a un exemple de situation, un ou deux par les collègues. Merci. Alors, vous aurez compris que la thérapie familiale, en fait, c'est un espace dans lequel on va rassembler plusieurs personnes d'une même famille afin de partager un vécu, de partager une histoire, de partager un vécu émotionnel pour engager de la transformation, de la modification, en tout cas engager du mouvement dans la famille. Alors, dit comme ça fait un peu vague, un peu étrange. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit on va vous proposer des situations concrètes que nous avons vécues et on va tenter de vous les proposer au mieux. Je pense là notamment donc à une adolescente, 15 ans, dont les parents sont séparés. Elle voit très peu son père qui vit à Nice, sa mère, elle vit avec sa mère qui vit sur le territoire de Grasse. Sa mère s'est remariée avec un homme, voit très peu cet homme qui est absent toute la semaine et qui revient les week-ends pour raisons professionnelles. Madame a eu un deuxième enfant, donc il est le demi-frère de la jeune fille. Ce demi-frère a 2 ans.
Madame est d'origine chilienne. Elle est arrivée en France, elle avait un peu moins de 18 ans, dans des circonstances assez difficiles, une éducation assez difficile au Chili, donc elle a tout quitté pour venir ici et a fondé une famille. Et il s'avère que Madame a envie d'offrir le meilleur pour sa fille. Et le meilleur, ça passait pour elle par le meilleur établissement scolaire, en tout cas, du coin. Et elle a inscrit dans ce qu'elle considère être le meilleur établissement scolaire du coin. Et la jeune fille, l'adolescente, accepte cette situation, heureuse de faire plaisir à sa mère, de bénéficier du meilleur établissement du coin d'ailleurs. Puis, il s'avère que les journées sont longues, fastidieuses, demandent beaucoup de travail. Elle part le matin à 7h, peut-être même avant, pour les premiers cours à 8h, termine régulièrement à 18h. Le temps de rentrer à la maison, faire les devoirs. Il est demandé beaucoup de devoirs, donc elle y consacre à peu près 1h30, 2 heures de travail par soirée. Et après ça, elle tente de s'endormir comme elle peut. Vous avez bien compris qu'elle n'a quasiment plus le temps pour faire des activités extrascolaires, du sport, loisir, peu importe quoi. Elle voit de moins en moins ses amis, ou en tout cas, ses amis sont celles qu'elle retrouve dans l'établissement scolaire, et ça parle beaucoup de boulot. Et progressivement, cette jeune fille décroche, se scarifie, progressivement tout ça, et jusqu'à des tentatives de suicide médicamenteuses. Cette jeune fille est hospitalisée, prise en charge par les services. Puis, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des tensions qui émergent avec la mère à ce moment-là, bien sûr. Des tensions, des conflits, madame qui ne sait pas, qui ne comprend pas ce qui se passe pour cette jeune fille, pour sa fille. Et puis, donc la fille est hospitalisée, madame, elle sent qu'elle a besoin d'un soutien, va rencontrer elle-même une psychologue, et la psychologue lui parle de la thérapie familiale possible. Alors madame est intéressée, prend contact avec nous, on prend rendez-vous, et puis madame vient avec sa fille, le beau-père ne peut pas venir. Et puis ce que nous mettons à jour, c'est que il y a une histoire de séparation, il y a une histoire de rupture. Madame commence à mettre tout cela en avant, et puis donc nous commençons à explorer à sa demande et que ça intéresse fortement sa fille, l'histoire familiale de madame. Nous remontons sur son enfance au Chili, comment c'était, son éducation à elle, l'éducation de ses propres parents. Et puis, progressivement, madame et sa fille comprennent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté qui s'est mis en place depuis tant de temps entre elles deux. Un mécanisme de loyauté qui empêche d'une certaine façon la jeune fille de se distinguer de sa mère, de grandir, de prendre son autonomie, d'être un peu plus indépendante. Et nous commençons à travailler progressivement sur ces mécanismes de loyauté. Et pour pouvoir faire dire à la jeune fille: je sais, maman, que tu m'as inscrit dans le meilleur établissement possible pour toi, tu veux ma réussite, je fais ce que je peux de mieux pour y arriver, mais je n'y arrive pas, je me déçois et je me détruis. Et de la même manière, la mère, peut dire: j'ai voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi à mon sens, mais je vois que tu n'y arrives pas, je vois bien que ça te déçoit, ça me déçoit que ça te déçoive, et je vois que ça te détruit et ça me déçoit de devoir te détruire. Donc vous voyez, progressivement on est arrivé jusqu'à quelque chose comme ça qui a pu être plus explicite, plus dit, et progressivement la mère et la fille ont accepté de travailler d'une certaine façon pour commencer à se séparer tout doucement, et que la fille puisse avoir d'autres idées, d'autres envies, et que la mère puisse accepter que sa fille ait d'autres idées, d'autres envies, et que la fille puisse
accepter de dire à sa mère qu'elle puisse avoir d'autres idées, d'autres envies. Voilà, et que la mère puisse accepter que sa fille puisse encore lui dire qu'elle aime, etc., etc. Et progressivement, pour en arriver au fait que la fille accepte, parce qu'elle luttait jusque-là, accepte d'être réorientée dans un autre établissement scolaire qui est un peu moins exigeant, mais tout aussi intéressant, et où la jeune fille, elle a pu finalement prendre davantage de temps pour elle, et la mère a accepté que la fille se sente mieux et que tout ne passe pas par la réussite et la pression scolaire. Voilà. Et les tensions progressivement ont diminué à la maison pour commencer à réentretenir des relations plus positives. Voilà pour ce premier exemple. Alors peut-être qu'il y en aurait un deuxième, ou très rapide. En 2 minutes, oui, Hélène, oui. Ouais. Bon, sinon, je faisais juste figure de soutien de mes collègues, mais je vais essayer de faire très vite. Alors, nous avons rencontré la jeune Léa, 14 ans, qui vient avec son père, qui est orientée par l'infirmière scolaire. Léa est déjà prise en charge en individuel par une psychologue, mais l'infirmière scolaire estime que peut-être un travail familial serait intéressant, puisque Léa souffre d'une phobie scolaire diagnostiquée. Léa et son père viennent en séance. Alors je vais essayer de faire très court, je vais faire beaucoup de raccourcis. Au bout de quelques séances, nous mettons en place ce qu'on appelle la chaise vide, peut-être vous connaissez, voilà, pour externaliser cette phobie qui nous casse les pieds. Donc on installe la phobie sur cette chaise, et c'est l'occasion d'avoir un dialogue entre le père, Léa, et nous sur cette phobie, à quelle distance on peut l'installer de nous, à quel endroit on serait plus confortable en fonction de la distance avec la phobie. Et quand elle aura 18 ans, Léa, où est-ce qu'elle sera installée, cette chaise, vis-à-vis d'elle? Voilà, nous échangeons autour de cette externalisation. Et puis, il s'avère que nous co-construisons l'hypothèse que peut-être cette phobie vient parler d'une sorte de peur de grandir chez Léa. Et finalement, à partir de cette hypothèse, nous formulons l'invitation auprès de monsieur et de sa fille d'inviter les parents de monsieur. Ça, c'est un truc qu'on fait en systémie. On travaille sur les 3 générations, ce qui permet d'ouvrir et d'aller chercher de la ressource là où la situation finalement tourne un petit peu en rond entre ce père et son ado. Les grands-parents viennent avec plaisir à cette invitation. Et au cours de cette séance assez chouette, en général c'est toujours un moment plein d'émotions, Léa va se transformer en enquêtrice dans sa propre famille et poser des tas de questions avec notre aide à ses grands-parents et à son père mais finalement quand t'es parti de la maison, comment ils ont réagi papy et mamie, et t'es parti à quel âge, et toi papy, t'étais triste quand papa est parti, etc. Toute la question de l'autonomisation, de l'individuation a pu se jouer de façon tout à fait différente, agréable, plaisante, et finalement à la fin on a même pu remercier Léa et sa phobie d'avoir pu rassembler cette famille qui a pu se dire des choses, qui a pu se soutenir aussi et revisiter un tout petit peu cette histoire qui finalement n'avait jamais été abordée. Alors merci Léa, sa grand-mère avec beaucoup d'émotion l'a remerciée en lui disant grâce à toi j'ai pu parler aussi de toutes ces choses avec ton père. Merci.